Imaginez-vous au cœur d'une région tropicale, baignée par les eaux de l'océan Pacifique et de la mer des Caraïbes. C'est le Panama, une bande de terre à peine plus large qu'un couloir, mais qui, depuis plus d'un siècle, est devenue un des points de passage les plus stratégiques de la planète. Là-bas, entre deux rives, un alignement d'écluses monumentales se dresse comme autant de portes vers un raccourci maritime prodigieux. Ce raccourci, c'est le canal de Panama, achevé en 1914, long d'environ 82 km, et permettant de gagner des semaines de navigation en reliant, presque en un clin d'œil, l'Atlantique et le Pacifique. Dès son ouverture, le canal de Panama a été proclamé « merveille d'ingénierie ». Pour les États-Unis, ce fut l'emblème d'un esprit conquérant, d'un savoir-faire sans égal et d'une expansion géopolitique assumée. Mais le temps a passé, et aujourd'hui, plus d'un siècle plus tard, ce même canal se retrouve au centre d'une controverse diplomatique explosive. Le président élu Donald Trump, dans des déclarations fracassantes, exige qu'on le rende aux États-Unis ou que l'on en subisse les conséquences. Que s'est-il passé pour que ce joyau, pourtant rétrocédé officiellement au Panama le 31 décembre 1999, refasse surface dans le débat international? Et surtout, pourquoi la Chine se retrouve-t-elle à son tour au premier plan de cette intrigue géopolitique? Restez avec moi, nous allons explorer plus de 100 ans d'histoire, analyser les enjeux actuels et tenter de comprendre pourquoi ce canal, loin d'être un simple trait d'union entre deux océans, demeure un nœud de tension et un symbole de souveraineté. Pour saisir l'importance colossale du canal de Panama, il faut d'abord se replonger à la fin du XIXe siècle. À cette époque, relier la côte est et la côte ouest des États-Unis par voie maritime imposait de contourner l'intégralité du continent sud-américain. Les navires devaient affronter le fameux Cap Horn, point de passage particulièrement redouté pour ses vents violents et ses conditions climatiques hostiles. La route, longue de près de 13 000 km, en plus d'être périlleuse, coûtait très cher en carburant et en temps. Or, avec la montée en puissance de l'économie américaine, l'industrialisation massive et l'expansion des flottes commerciales et militaires, l'idée de creuser un canal qui couperait l'isthme de Panama pour relier directement l'Atlantique et le Pacifique s'imposait presque comme une utopie irrésistible. Ce projet, il est vrai, avait déjà tenté les Français, sous la houlette de Ferdinand de Lesseps, l'homme à l'origine du canal de Suez, achevé en 1869. Pensant reproduire son exploit en Amérique centrale, il se lança dans l'aventure panaméenne en 1881. Mais les défis techniques et climatiques, ajoutés à la prolifération de maladies mortelles comme la fièvre jaune et la malaria, eurent raison de cette première tentative. Le chantier fut un échec et la France se retira en 1889 après de lourdes pertes financières et humaines. Le rêve fut interrompu. Pourtant, le flambeau fut repris en 1904 par les États-Unis, sous l'impulsion du président Theodore Roosevelt, bien décidé à faire de cette voie maritime un atout stratégique et économique majeur pour son pays. Dès 1904, des milliers d'ouvriers, recrutés aux quatre coins du monde, débarquent au Panama. Ils viennent des Caraïbes, d'Europe, d'Asie et évidemment des États-Unis même. Le chantier est titanesque. Il faut percer la cordillère, creuser la jungle sous des pluies diluviennes, aménager des écluses monumentales pour gérer la différence de niveau entre les océans et l'intérieur des terres. Surtout, il faut combattre les moustiques porteurs de la fièvre jaune et du paludisme, qui avaient déjà décimé les équipes françaises. Les chiffres sont impressionnants. On estime que plus de 5600 personnes perdirent la vie pendant la phase américaine du chantier, et plus de 20 000 dans la phase française, victimes de maladies et d'accidents de travail. Les États-Unis mènent d'énormes campagnes sanitaires, assèchement des marécages, pulvérisation d'insecticides, construction de systèmes d'approvisionnement en eau potable. Petit à petit, les obstacles sont vaincus. Les ingénieurs conçoivent un système d'écluses et de lacs artificiels pour franchir l'intérieur montagneux du Panama. C'est ainsi que naît le lac Gatun, alimenté par la rivière Chagres, pour assurer l'alimentation en eau du canal. Les travaux s'étendent sur une dizaine d'années et mobilisent un budget de plus de 300 millions de dollars de l'époque, soit plusieurs milliards en valeur actuelle. Finalement, en 1914, le canal est achevé. Le 15 août de cette année-là, l'USS Ancon devient le premier navire à traverser officiellement la nouvelle voie maritime. Aux États-Unis, c'est le triomphe. On célèbre cette prouesse comme le symbole d'un âge d'or de l'ingénierie américaine. Mais cette prouesse technique n'allait pas sans une forte emprise politique. Pour rendre possible la construction du canal, les États-Unis avaient conclu avec le Panama le traité Haïbouno-Varilla,
en 1903, permettant la création de la fameuse Canal Zone, une large bande de terre le long de la voie navigable, administrée par Washington. En réalité, ce traité fut négocié peu après l'indépendance de Panama vis-à-vis de la Colombie, indépendance obtenue en grande partie grâce au soutien militaire et diplomatique des États-Unis. Résultat, la Canal Zone fonctionnait comme un territoire quasi américain. On y trouvait des écoles, une police, des lois, toutes relevant des institutions des États-Unis. Sur les terres panaméennes, c'était un État dans l'État, et cette situation allait très vite heurter le sentiment national panaméen, qui voyait dans cette emprise une forme de néocolonialisme. C'est pourquoi des tensions ont commencé à naître dès les années 1920. Mais c'est particulièrement en 1964 que la colère éclata. Des étudiants panaméens voulant hisser le drapeau panaméen dans une école de la zone se heurtent à des résidents américains. L'incident dégénère en émeute, faisant une vingtaine de morts et de nombreux blessés. Ce 9 janvier 1964, entré dans l'histoire comme le jour des martyrs, marque un tournant. Le Panama exige une révision radicale de l'accord et la pleine souveraineté sur le canal. Les négociations s'étirent sur plusieurs années, sous différentes administrations américaines. Finalement, c'est en 1977 que le président Jimmy Carter signe avec le général Omar Torrijos, dirigeant du Panama, les traités Torrijos-Carter, prévoyant la rétrocession progressive du canal. Le texte prévoit que le Panama reprendra le contrôle total de l'ouvrage le 31 décembre 1999 et que la neutralité du canal sera garantie. Tout navire, quel que soit son pavillon, pourra en principe continuer à l'emprunter, en temps de paix comme en temps de guerre. Ces accords suscitent un débat féroce aux États-Unis, certains considérant qu'il est inconcevable de renoncer à un joyau stratégique qui a coûté tant d'efforts et de vies. Mais pour d'autres, il est impératif de calmer la rancune panaméenne et de démontrer au monde que les États-Unis sont capables de respecter la souveraineté des pays d'Amérique latine. Malgré la résistance au Congrès, Carter réussit à faire ratifier les traités. Le 31 décembre 1999, l'autorité du canal passe définitivement aux mains du Panama, après près d'un siècle de tutelle américaine. Pendant la décennie qui suit la rétrocession, la gestion du canal par le Panama se déroule plutôt bien. Le pays investit dans la modernisation et dans l'élargissement afin de pouvoir accueillir des navires de plus en plus grands. Aujourd'hui, environ 14 000 navires franchissent le canal chaque année, transportant près de 6% du commerce mondial en valeur. Les droits de passage, fixés par l'autorité du canal de Panama, représentent une ressource énorme pour le pays, couvrant environ 20% des recettes de l'État panaméen. Grâce à cette manne, le Panama a pu développer son économie, améliorer ses infrastructures et se positionner comme un hub logistique entre l'Amérique du Nord, l'Amérique du Sud et l'Asie. Malgré des critiques ponctuelles sur l'augmentation des tarifs, la communauté maritime internationale continue à privilégier ce raccourci, plus sûr et plus rapide que le long détour par le cap Horn. En parallèle, le Panama s'est efforcé de maintenir la neutralité du canal, n'accordant pas de traitement de faveur aux navires américains ou à ceux d'autres nations. Tous paient en fonction de leur taille, de leur tonnage et de la nature de leur cargaison. Ainsi, pendant plus d'une décennie, le canal de Panama semble sortir des écrans radars des tensions internationales. Cependant, dans les années 2010, un facteur nouveau vient changer la donne, la Chine. Avec l'essor économique fulgurant du géant asiatique et son plan global, baptisé la Belt and Road Initiative, Pékin se met à investir massivement dans les infrastructures portuaires et logistiques à travers le monde. En 2018, le Panama est devenu le premier pays d'Amérique latine à officialiser son adhésion à cette initiative, ouvrant la porte à des investissements chinois dans la région du canal, projets de ports, zones industrielles, entrepôts, etc. Pour la Chine, le canal est un point crucial, permettant un commerce fluide avec l'Atlantique, ce qui intéresse grandement ces gigantesques entreprises de transport maritime et ses fournisseurs de matières premières. Et pour le Panama, c'est une opportunité de bénéficier d'importantes ressources financières et de projets de développement. Sauf que cette présence chinoise croissante inquiète énormément les États-Unis, surtout dans un contexte de rivalité grandissante entre Washington et Pékin. Certains responsables américains redoutent qu'à terme, la Chine n'acquiert une influence trop forte sur l'autorité du canal de Panama, voire sur les tarifs et les priorités de passage. L'éventualité d'une manœuvre chinoise pour bloquer les navires de guerre américains en cas de conflit, bien que purement spéculative, commence à apparaître dans certains discours alarmistes à Washington. Et c'est là que le président élu, Donald Trump, élu en 2016, entre en scène avec ses déclarations choc.
Trump ne mâche pas ses mots. Selon le texte dont nous disposons, il accuse Panama de faire payer des frais exorbitants aux navires américains, évoque une injustice flagrante et va jusqu'à menacer de réclamer la restitution du canal si ces supposées exactions ne cessent pas. Il sous-entend également que le Panama, en accueillant la Chine, pourrait mettre en danger la neutralité de la voie d'eau et donc bafouer l'esprit des traités Torrijos-Carter. À ses yeux, les États-Unis ne devraient jamais avoir consenti à rendre le canal, car celui-ci constitue, selon lui, un actif stratégique vital pour la sécurité et le commerce américain. Ce discours réveille toutes les sensibilités nationalistes autour de la question. Pour certains, c'est une juste revendication, car l'Amérique a construit le canal, a perdu des milliers de vies sur ce chantier et a dépensé des sommes astronomiques. Selon cette vision, le Panama aurait un devoir moral de traiter les États-Unis de façon privilégiée. Pour d'autres, c'est un délire impérialiste qui piétine la souveraineté du Panama et la légitimité d'un traité international vieux de plusieurs décennies. Quoi qu'il en soit, l'effet immédiat est de créer une tempête diplomatique. Le président panaméen de l'époque, José R. Mulino, rétorque que le Panama est un pays souverain, que les tarifs du canal sont appliqués équitablement et qu'il n'est pas question d'abandonner le contrôle du canal, acquis de haute lutte et validé par la communauté internationale. La Chine, de son côté, affiche officiellement son soutien au Panama. Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères rappelle que la souveraineté panaméenne sur le canal est reconnue par l'ONU, qu'il s'agit d'un couloir maritime neutre et qu'aucune puissance étrangère ne devrait menacer cet équilibre. Cette prise de position n'est pas anodine. Elle montre que la Chine est prête à se dresser contre la pression américaine dans la région, du moins sur le plan diplomatique. Pourquoi le canal de Panama est-il un enjeu si sensible, au-delà des apparences économiques? D'abord, parce qu'il incarne pour chaque protagoniste un symbole. Pour les États-Unis, il témoigne d'une époque où leur hégémonie régionale était incontestée, où ils pouvaient façonner la carte du monde à leur guise. Depuis, les temps ont changé. L'Amérique latine a gagné en autonomie, les États-Unis ont été confrontés à des guerres coûteuses au Moyen-Orient, et la Chine a émergé comme le principal concurrent commercial et stratégique. Le canal de Panama devient ainsi le microcosme d'une lutte d'influence entre Washington et Pékin, chacun cherchant à consolider sa présence sur une route maritime qui voit passer des quantités considérables de marchandises. Ensuite, il y a un volet militaire. Historiquement, le canal a permis à la marine américaine de déplacer rapidement ses navires de l'Atlantique au Pacifique, évitant de devoir contourner l'Amérique du Sud. Dans les conflits majeurs du XXe siècle, le canal a été un atout stratégique non négligeable. Aux yeux des stratèges américains, l'idée que la Chine puisse, ne serait-ce qu'hypothétiquement, avoir un jour une influence sur l'accès de la flotte américaine à cette route est inacceptable. Enfin, sur le plan intérieur panaméen, il existe une susceptibilité forte. Le canal est la fierté du pays, un symbole d'indépendance après des années de lutte, d'humiliation et d'épisodes tragiques. Les émeutes de 1964, la signature des traités de 1977, la rétrocession de 1999, tout cela est gravé dans la mémoire collective. Aucun dirigeant panaméen ne saurait accepter de rebrader cet héritage, sous peine de provoquer un soulèvement populaire et de s'aliéner toute la classe politique locale. La question se pose alors, les déclarations de Trump sont-elles une simple posture de négociation pour obtenir des conditions plus favorables? Ou s'agit-il d'un véritable projet de renégociation ou même d'intervention musclée? Sur le plan juridique, les traités Torrijos-Carter sont clairs. Le Panama est souverain et le canal est neutre. Les États-Unis conservent un droit d'intervention pour défendre cette neutralité en cas de menace. Mais ni le texte ni l'esprit du traité ne suggèrent qu'une hausse des droits de passage ou une coopération économique avec la Chine constitue une menace militaire. Autrement dit, pour que les États-Unis déclenchent une action militaire ou une pression extrême, il faudrait qu'ils puissent prouver qu'il y a discrimination avérée contre leurs navires ou un accord secret visant à restreindre leur accès. Pour l'heure, rien ne vient étayer une telle hypothèse. L'autorité du canal de Panama s'en tient à un barème de tarifs plutôt transparent, qui s'applique à tous de la même manière. Les Américains payent certes beaucoup, mais les Européens, les Asiatiques et les compagnies de croisière aussi. Par ailleurs, depuis 1999, aucun incident majeur n'est venu remettre en cause la neutralité du canal, même pendant des crises internationales impliquant les États-Unis. De son côté,
la Chine insiste sur le fait qu'elle respecte la souveraineté panaméenne et que ses investissements n'ont pour but que d'améliorer les infrastructures et de faciliter le commerce. Il est vrai que dans le cadre de la Belt and Road Initiative, Pékin a investi dans des dizaines de pays, de l'Afrique aux Balkans, sans forcément prendre le contrôle militaire ou politique des zones concernées. Le schéma consiste plutôt à proposer des prêts, des partenariats publics-privés et des projets de construction où les entreprises chinoises sont mises à contribution, parfois créant une dépendance financière chez les pays hôtes. Est-ce que le Panama risque de tomber dans ce piège de la dette ? Certains analystes craignent qu'à terme, la Chine ne s'empare de parts de plus en plus importantes de la gestion portuaire ou des terminaux logistiques et qu'elle puisse ainsi exercer une forme de pression sur la politique panaméenne. D'autres soulignent que le Panama est loin d'être naïf sur ce sujet, qu'il dispose de revenus substantiels grâce au péage du canal et qu'il ne se laissera pas facilement engluer dans un accord défavorable. Le gouvernement panaméen tente donc de manœuvrer avec prudence, acceptant les investissements chinois, tout en cherchant à rassurer Washington sur la continuité de la neutralité et de l'ouverture du canal. Il faut dire aussi que le canal n'est pas le seul sujet sur lequel s'exprime la rivalité sino-américaine. Du commerce des semi-conducteurs aux investissements en Afrique, en passant par la 5G, la course à l'espace et la menace supposée sur la propriété intellectuelle, on sait que Pékin et Washington se livrent à un affrontement géopolitique tous azimuts. Le canal de Panama s'inscrit dans ce vaste échiquier, symbolisant le fait que la Chine est désormais une puissance globale, prête à avancer ses pions même dans le précaré historique des États-Unis, en Amérique latine. Du coup, Trump, dans sa logique America First, ne peut laisser passer un tel affront sans réagir, quitte à brandir la menace de récupérer un droit sur ce canal. Or, pour les latino-américains en général et les panaméens en particulier, ce discours résonne comme un retour à la doctrine Monroe, voire au Big Stick de Theodore Roosevelt. Autrement dit, une Amérique qui veut garder la mainmise sur son est arrière-cour. Ce climat de tension soulève de multiples questions. Quelle est la marge de manœuvre réelle de Trump pour obliger le Panama à revoir les tarifs ? Quelle pourrait être la riposte panaméenne en cas de sanctions économiques ou de pression diplomatique accrue ? Si jamais Trump mettait sa menace à exécution, la communauté internationale accepterait-elle que les États-Unis réoccupent militairement la zone du canal ? À l'ère des réseaux sociaux, de la diplomatie multilatérale et d'une Amérique latine qui défend davantage ses intérêts, il est fort probable qu'une telle action rencontrerait une opposition internationale massive. Pour autant, les États-Unis restent une superpuissance. Les Panaméens n'ont guère intérêt à se mettre à dos le géant du Nord, qui demeure leur premier partenaire commercial et détient un fort potentiel de pression. Le scénario le plus plausible est donc une forme de bras de fer diplomatique, où le Panama s'engagerait à respecter scrupuleusement le principe de neutralité et à ne pas accorder à la Chine une influence démesurée sur la zone. En échange, les États-Unis pourraient s'abstenir de sanctions et éventuellement proposer des avantages commerciaux ou financiers pour compenser. C'est ainsi qu'une infrastructure centenaire, déjà élargie en 2016 pour accueillir des navires toujours plus grands, les fameux navires Neo-Panamax, continue de susciter des passions et d'alimenter un débat sur la souveraineté. Pour les Panaméens, posséder la gestion du canal est un héritage sacré, le fruit d'un combat symbolique contre l'impérialisme. Ils voient leur droit de péage comme un outil légitime pour financer l'entretien, l'amélioration continue du canal et le développement de leur pays. Ils estiment que les frais sont proportionnels à la valeur du service rendu. Franchir le canal représente un gain de temps et d'argent considérable pour les armateurs, donc il est normal que cela ait un coût. Pour la Chine, il s'agit de consolider ses routes de la soie maritime, en s'assurant que le transit par le canal reste fluide et, si possible, avantageux pour ses compagnies de shipping. Pour les États-Unis, c'est à la fois un enjeu logistique pour leur marine marchande et leur marine de guerre, et un enjeu symbolique, ne pas perdre la face à un pays qu'ils ont jadis sorti de la Colombie et ne pas laisser la Chine s'installer dans leur zone d'influence. Le tout dans un contexte d'intensification de la rivalité sino-américaine, où chaque signe de recul américain est perçu à Washington comme un risque de voir la Chine gagner du terrain. Certains se demandent si, en cas de flambée de la tension, il pourrait exister des itinéraires alternatifs au canal de Panama. Par le passé, plusieurs projets ont émergé, comme celui d'un canal au Nicaragua, soutenu par des investisseurs chinois. Cependant, aucune de ces initiatives n'a abouti. Les difficultés environnementales, le coût colossal des travaux, les incertitudes politiques ont fait que ces projets restent à l'état d'idée. Il existe aussi la route arctique, qui pourrait devenir navigable plus longtemps dans l'année avec la fonte des glaces,
mais elle demeure pour le moment imprévisible et coûteuse. Par conséquent, le canal de Panama reste sans concurrence immédiate. Pour l'essentiel des compagnies maritimes, il n'y a pas de substitut à court terme, ce qui confère au Panama un quasi-monopole et renforce sa position stratégique. C'est bien cela qui irrite profondément Trump et ses partisans, car ils estiment que leur pays est obligé de payer des tarifs fixés par le Panama, sans pouvoir imposer leur volonté. Outre la dimension tarifaire, il y a la crainte, réelle ou exagérée, que la Chine puisse construire, au Panama ou dans la région, des bases logistiques à usage militaire. Des rumeurs ont circulé sur l'idée que des compagnies chinoises seraient prêtes à financer des ports en eau profonde qui, un jour, pourraient accueillir des navires de guerre. Pékin dément en précisant que ces investissements sont purement commerciaux. Néanmoins, dans la logique de la méfiance réciproque, chaque grue, chaque chantier, chaque quai est scruté par les services de renseignement américains. Les responsables politiques américains, cherchant à mobiliser l'opinion autour de la menace chinoise, pointent du doigt ses présences, de même qu'ils l'ont fait pour d'autres ports clés, comme Djibouti dans la Corne de l'Afrique ou le port du Pirée en Grèce. Dans le cas de Panama, la question est particulièrement sensible, car nous sommes sur le continent américain, non loin de la Floride et du golfe du Mexique. Y voir la Chine se déployer, même économiquement, heurte le principe selon lequel l'Amérique latine serait la sphère d'influence quasi exclusive des États-Unis depuis la doctrine Monroe de 1823. Cette dimension historique est cruciale pour comprendre l'ampleur de la confrontation. Dès le début du XXe siècle, les États-Unis se sont présentés comme les garants de la stabilité en Amérique latine, intervenant à de multiples reprises. Cuba, République dominicaine, Nicaragua, etc. Le canal de Panama, construit de 1904 à 1914, symbolisait cette politique. Aujourd'hui, la donne a changé. Les pays d'Amérique latine cherchent davantage à diversifier leurs alliances et à bénéficier de la compétition entre grandes puissances pour obtenir des conditions plus avantageuses. Le Panama n'est donc pas un simple pion, c'est un acteur qui, fort de sa position géographique unique, peut négocier avec Washington et Pékin à la fois. Cette nouvelle réalité gêne évidemment les faucons de la politique américaine, qui aimeraient retrouver le confort d'une Amérique latine alignée, comme lors de la guerre froide. Mais le monde évolue, et le canal de Panama devient un objet de négociation dans un système multipolaire. Le Grand Fossé, une voie navigable qui a changé le monde. Le canal de Panama, c'est un raccourci de 80 km, mais ce n'est pas un raccourci ordinaire. Celui-ci a changé le monde. Les navires devaient auparavant contourner l'Amérique du Sud. Le canal a relié les océans Atlantique et Pacifique. Cela a rendu le commerce plus rapide et moins cher. Cela a également donné une grande importance au Panama. L'impact du canal est énorme. Il affecte les routes maritimes mondiales. Il influence les prix des marchandises. Et il est au cœur des relations internationales. Le canal n'est pas seulement une voie navigable, c'est un symbole de puissance, d'ambition et de l'interconnexion de notre monde. Le canal de l'oncle Sam, histoire de l'implication des États-Unis. Les États-Unis se sont toujours intéressés au Panama. Pourquoi ? Le contrôle du canal signifie le contrôle du commerce. Les États-Unis ont commencé à construire le canal en 1904. Ce fut un projet colossal. Il a fallu 10 ans et coûter la vie à de nombreuses personnes. Les États-Unis ont contrôlé le canal et la région environnante pendant une grande partie du XXe siècle. Cela a provoqué des tensions avec le Panama. Les Panaméens estimaient que le canal leur appartenait. Ils ont protesté contre le contrôle américain. Les États-Unis ont finalement accepté de restituer le canal. Cela s'est produit en 1999. Mais les États-Unis gardent toujours un œil attentif sur le canal, c'est stratégiquement important, et les États-Unis veulent protéger leurs intérêts. Le Panama prend le contrôle, la souveraineté et la rétrocession de 1999. La rétrocession de 1999 a été un événement majeur pour le Panama. Il ne s'agissait pas seulement du canal, il s'agissait pour le Panama de reprendre sa souveraineté. Les Panaméens ont célébré. Ils étaient enfin maîtres de leur destin. Le canal est devenu un symbole de fierté nationale. Mais le contrôle s'accompagnait de responsabilités. Le Panama devait gérer le canal. Il devait s'assurer qu'il restait rentable. Et il devait composer avec les intérêts de puissances mondiales comme les États-Unis et la Chine. L'œil du dragon, l'intérêt croissant de la Chine pour le canal. La Chine est une puissance montante, c'est la deuxième économie mondiale, et elle s'intéresse de plus en plus au canal de Panama. Pourquoi ? Le commerce. La Chine est un utilisateur majeur du canal. Elle y transporte des marchandises chaque jour. La Chine veut s'assurer qu'elle a accès à cette route commerciale vitale.
La Chine a investi massivement au Panama. Elle a construit des ports et des infrastructures. Cela a suscité des inquiétudes aux États-Unis. Certains y voient une menace pour l'influence américaine. C'est une situation délicate. Le Panama veut maintenir de bonnes relations avec les deux pays. Un exercice d'équilibre. Le Panama entre deux puissances mondiales. Le Panama se trouve dans une situation difficile. C'est un petit pays, mais il contrôle une voie navigable très importante. Les États-Unis et la Chine se disputent son influence. Le Panama doit être prudent. Il ne veut pas être pris au milieu d'une guerre géopolitique. La stratégie du Panama est de rester neutre. Il veut être ami avec tout le monde. C'est un exercice d'équilibre délicat. Mais jusqu'à présent, le Panama a réussi à maintenir de bonnes relations avec les États-Unis et la Chine. Le changement climatique et la concurrence. Les défis pour l'avenir du canal. Le canal de Panama est confronté à des défis. L'un de ces défis est le changement climatique. Les sécheresses sont de plus en plus fréquentes. Cela rend plus difficile l'exploitation du canal. Le canal a besoin d'eau pour fonctionner. Sans suffisamment d'eau, les navires ne peuvent pas passer. Un autre défi est la concurrence. D'autres pays construisent des routes alternatives. Par exemple, le Nicaragua prévoit de construire son propre canal. Cela pourrait réduire le trafic par le canal de Panama. Le Panama doit s'adapter à ces défis. Il doit trouver des moyens de conserver l'eau. Et il doit rester compétitif. Les tensions montent, récentes disputes et manœuvres politiques. Récemment, il y a eu des moments de tension autour du canal. Les États-Unis et la Chine ont tous deux fait connaître leur présence. Les États-Unis ont mené des exercices militaires à proximité. La Chine a augmenté ses investissements au Panama. Il y a également eu des désaccords politiques. Le Panama a critiqué la politique américaine en Amérique latine. Les États-Unis ont exprimé des inquiétudes quant à l'influence croissante de la Chine. Ces événements montrent que le canal reste un point chaud potentiel. La situation est complexe et elle exige une diplomatie prudente. L'avenir du commerce, le canal de Panama dans un monde en mutation. Le canal de Panama conservera son importance. C'est un maillon essentiel de la chaîne d'approvisionnement mondiale. Mais le monde change. De nouveaux défis apparaissent et de nouveaux acteurs entrent en jeu. L'avenir du canal dépend de la manière dont ces défis seront gérés. Il exige de la coopération, de l'innovation et un engagement commun à maintenir cette voie navigable vitale ouverte aux affaires. Le canal de Panama nous rappelle que nous vivons dans un monde interconnecté. Nos destins sont liés et notre prospérité commune dépend de notre capacité à travailler ensemble.